t'ont serré la main, ils t'ont souri, ils t'ont même applaudi. Et pourtant, au fond d'eux, ils espéraient ta chute. Le plus grand piège n'est pas d'avoir des ennemis déclarés, c'est de vivre entouré de gens qui ne t'aiment pas, mais qui le cachent. Ils se comportent comme des amis, des collègues loyaux, des proches bienveillants, mais leur regard te juge en silence, leur cœur te jalouse, leur âme te rejette. Machiavel l'avait compris. La haine véritable porte un masque de politesse. Tu crois être apprécié, soutenu, respecté, mais en vérité, tu es observé, comparé, discrédité, dans l'ombre. Si tu veux survivre dans ce monde, tu dois apprendre à déchiffrer les signes silencieux de l'aversion cachée. Tu dois savoir quand l'amour est un mensonge et la loyauté, un calcul. Écris en commentaire. Je préfère une vérité blessante qu'une affection mensongère. Abonne-toi, aime cette vidéo et surtout, reste jusqu'à la fin. Ce que tu vas entendre pourrait te libérer d'une illusion que tu traînes depuis des années. Dans les cercles de la Renaissance, les alliances n'étaient que des stratégies, les compliments, des armes. Machiavel, témoin de ces jeux de pouvoir, n'a jamais cru à la sincérité spontanée des hommes. Dans Le Prince, il avertissait. Il faut être renard pour reconnaître les pièges et lion pour effrayer les loups. Ce qu'il visait, c'était la vérité nue. L'amour des autres est conditionnel, temporaire, souvent fin. Des siècles plus tard, Freud parlera de pulsions déguisées et Jung révélera l'ombre, cette part de nous qui est sans oser l'avouer. Le refus d'aimer sincèrement, le masque de la sympathie, ce sont des mécanismes de protection, de contrôle, de survie. Ce savoir a été étouffé, car il dérange. Il révèle que derrière les liens sociaux, il y a du calcul, du mépris, parfois même de la haine larvée. Et celui qui refuse de voir cela reste l'idiot utile du théâtre humain. Tu ne peux plus te contenter d'interpréter les mots. Ceux qui ne t'aiment pas ne te le diront jamais. Mais leur corps, leur silence, leurs gestes parlent. Voici les 7 signes invisibles qui révèlent un rejet caché, même chez ceux qui te félicitent. Si tu veux cesser d'être manipulé, tu dois apprendre à les lire. Le premier signe que tu ignores souvent, c'est qu'il minimise subtilement tout ce qui vient de toi. Tu lui racontes un projet, il t'écoute à peine. Tu évoques une réussite, il esquisse un sourire rapide et détourne le regard. Il ne t'attaque jamais de front, il n'a pas besoin de le faire. Il te grignote doucement par des phrases qui semblent anodines. C'est pas mal déjà. Il faut bien commencer quelque part. Tu verras plus tard que ça valait pas tant que ça. Ce n'est jamais brutal. C'est toujours déguisé, poli, presque affectueux. Mais dans ces demi-mots, il y a du mépris, du doute, une volonté de rabaisser sans paraître hostile. Ce signe est difficile à détecter, car il joue sur ta propre incertitude. Il te pousse à remettre en question ta valeur sans jamais t'attaquer directement. Un homme machiavélique sait que pour étouffer quelqu'un, il faut d'abord s'assurer qu'il doute de son propre souffle. Tu continues donc à parler, à te justifier, à chercher sa reconnaissance. Mais elle ne viendra jamais, car il n'a jamais voulu te voir briller. Il veut que tu rampes, que tu doutes, que tu t'excuses d'exister avec ambition. Ce type d'individu n'élève personne. Il se sent vivant, seulement en maintenant les autres en dessous de lui. Et plus tu cherches à lui prouver ta valeur, plus il jouit de son pouvoir invisible sur toi. Le deuxième signe que tu dois reconnaître, c'est son silence stratégique quand tu traverses une victoire. Observe bien. Tu vis une avancée, une percée, une réussite, et il ne dit rien. Pas un mot, pas un message, pas un regard. Il disparaît. Il se mure, car ta victoire le met en crise. Il ne sait pas comment te féliciter sans se sentir inférieur. Il ne sait pas comment sourire sans brûler intérieurement. L'indifférence n'est pas une maladresse, c'est une déclaration de guerre silencieuse. Il préfère ne rien dire plutôt que de reconnaître que tu avances. Il masque son rejet sous le prétexte de discrétion ou de retenue, mais en réalité, il t'ignore pour ne pas alimenter ce qu'il refuse de voir, ton ascension. Et plus tu espères un mot de sa part, plus il se tait. Ce silence-là est plus cruel qu'un affront. C'est un refus d'existence. Il choisit de t'effacer de sa perception, comme si tu n'avais rien fait, rien construit, rien changé. C'est une tentative psychologique de t'immobiliser.
En ne validant pas ta progression, il espère l'annuler intérieurement pour toi. Mais tu dois comprendre ceci. Ceux qui t'aiment vraiment applaudissent tes élévations, même s'ils souffrent eux-mêmes. Ceux qui ne t'aiment pas se taisent, car ton triomphe est pour eux une blessure narcissique. Et ce silence, aussi invisible soit-il, est une arme de rejet froid. Le troisième signe qu'il te rejette en secret, c'est qu'il se réjouit à peine de tes douleurs. Observe cette réaction discrète quand tu parles d'un échec. Son regard devient curieusement brillant, son corps se détend, sa voix devient plus chaleureuse. Il prend enfin le temps de t'écouter. Pourquoi ? Parce que ta souffrance le soulage. Elle rétablit un équilibre intérieur faussé par ta lumière. Il n'a jamais su te supporter quand tu étais en paix, alors il se rassure quand tu trébuches. Mais comme il ne peut pas l'admettre, il t'offrira un soutien toxique. Il t'écoutera avec une empathie feinte, mais ses mots trahissent une satisfaction profonde. Tu vois, la vie remet chacun à sa place. Derrière cette phrase se cache un poison. Il ne veut pas t'aider à guérir, il veut que tu restes en bas. C'est là qu'il se sent supérieur, stable, à l'aise. Il ne te tendra pas la main pour te relever. Il s'assurera simplement que tu ne sois pas seul à tomber. Machiavel l'aurait compris. Certains sourient pendant ton malheur, non pas parce qu'ils sont cruels, mais parce que ton malheur leur rappelle qu'ils ne sont pas seuls à échouer. Et dans ce partage malsain de l'échec, ils se sentent enfin en lien avec toi. Mais ce lien est une chaîne. Casse-la. Le quatrième signe qu'il ne t'aime pas, mais le cache, c'est qu'il cultive subtilement ta dépendance. Il t'aide, mais toujours à moitié. Il t'encourage, mais jamais jusqu'au bout. Il te soutient, mais uniquement quand tu restes dans une posture d'infériorité. Il veut être indispensable, irremplaçable, au centre de ta construction. Il ne supporte pas l'idée que tu n'aies plus besoin de lui. Alors il t'attache, par la gratitude, par la dette morale, par le souvenir des moments où il était là pour toi. Mais ce qu'il refuse d'admettre, c'est qu'un amour sincère libère. Un attachement sain pousse à l'autonomie. Lui, il veut que tu continues de revenir, de demander, de supplier. Il nourrit ton sentiment d'insuffisance pour que tu restes sous son influence. C'est un pouvoir qu'il exerce sans jamais le dire. Il n'a pas besoin d'humilier pour dominer. Il te suffit d'oublier ta force et il a gagné. Machiavel aurait dit « Le prince n'a pas besoin de chaînes visibles. Il lui suffit de contrôler la peur de ceux qu'il gouverne. » Ce type d'ami ou de proche t'aime tant que tu ne deviens pas libre. Car ta liberté révèle sa propre impuissance. Et son rejet est maquillé par une forme d'amour conditionnel. Méfie-toi de ceux qui disent t'aimer, mais tremblent à l'idée que tu n'aies plus besoin d'eux. Le cinquième signe que tu dois repérer, c'est son besoin constant de te comparer aux autres, mais jamais à ton avantage. Il te parle d'un tel qui fait mieux. Il cite les réussites des autres. Il évoque des exemples brillants, toujours pour te montrer que tu n'y es pas encore. Ce n'est pas un conseil, c'est une mise en concurrence. Il ne te compare pas pour t'inspirer. Il te compare pour t'éteindre. Il veut que tu te sentes insuffisant, dépassé, à la traîne. Et pire encore, il le fait avec une bienveillance apparente. Regarde ce qu'il a fait, c'est fort, non ? Derrière cette phrase, il y a une intention toxique. Il te positionne constamment en dessous, en espérant que tu t'y habitues. C'est une manière déguisée de te dire « tu ne seras jamais assez ». Ce mécanisme est subtil, car il emprunte le langage du progrès alors qu'il vise la stagnation. Et plus tu acceptes ces comparaisons, plus tu te construis dans un miroir déformant. Un miroir qui ne montre jamais ta vraie valeur, seulement ton retard. Ceux qui t'aiment vraiment ne te comparent pas pour te juger, mais pour t'élever. Ceux qui te comparent, pour te réduire, ne cherchent pas ton évolution. Ils cherchent ton abandon. Le sixième signe que tu ignores, c'est qu'il t'exclut subtilement des décisions, des projets ou des confidences importantes. Il te parle souvent, mais jamais profondément. Il t'informe après coup. Il t'annonce les choses quand elles sont déjà terminées. Tu réalises avec le temps qu'il ne te consulte pas vraiment, qu'il ne t'inclut pas là où les choses comptent. Ce signe est difficile à reconnaître car il est maquillé par la normalité. Je ne t'en ai pas parlé, mais c'était rien de spécial. Je pensais que tu étais occupé. Je ne voulais pas te déranger.
Ce sont des excuses polies, mais elles cachent une vérité plus tranchante. Il ne te considère pas comme une force de réflexion ou d'influence. Il veut garder le contrôle, il te tient à distance, te garde à la périphérie. Et quand tu t'interroges, il t'accuse d'hypersensibilité. Pourtant, ce genre d'exclusion régulière est un rejet masqué. Il ne t'attaque pas, il t'efface doucement. Il agit comme si tu n'étais pas essentiel, comme si ta présence ne changeait rien. Or, quelqu'un qui t'aime vraiment cherche ta lumière, ton avis, ta contribution. Quelqu'un qui te rejette cherche à t'écarter de ce qui construit sa puissance ou son identité. Et il le fait sans bruit. Il t'oublie volontairement. Il te marginalise dans son monde. Ce type d'individu craint que tu prennes trop de place. Alors il choisit de t'ignorer en silence plutôt que de t'affronter. Et c'est ce silence qui devient une preuve invisible, mais irréfutable, de son désamour. Écris en commentaire. Je préfère être exclu par jalousie que toléré par hypocrisie. Le 7e signe que tu ne dois jamais ignorer, c'est qu'il ridiculise tes sensibilités ou tes intuitions. Tu lui dis que tu ressens quelque chose d'étrange, que tu perçois une tension, une ambiance, un danger. Et il te répond avec condescendance. Il se moque de ta profondeur. Il tourne en dérision ce que tu vis intérieurement. Il appelle ça dramatiser. Tout prendre trop à cœur. Voir le mal partout. Mais ce qu'il ne supporte pas en réalité, c'est ta lucidité, car ton intuition perçoit ce qu'il cache. Elle dérange. Elle révèle l'hostilité qu'il essaie d'enfouir. Alors il préfère la discréditer. Il te pousse à douter de ce que tu ressens. Et si tu acceptes cette disqualification, tu t'exposes à un piège plus grand. Perdre ton lien intérieur avec toi-même. Or, c'est ton ressenti qui te protège. Ta conscience te parle à travers ces frissons, ces malaises, ces silences tendus. Et quand quelqu'un rejette cette voix intérieure, c'est souvent parce qu'elle menace son propre masque. Celui qui ne t'aime pas ne veut pas que tu vois. Alors il s'attaque à ce qui te permet de voir. Il te renvoie l'image d'un être trop émotif, trop complexe, trop instable. Mais ce qu'il tente d'étouffer, c'est ton pouvoir d'observer les choses en profondeur. Dans un monde machiavélique, l'intuition est une menace pour les manipulateurs. Elle capte ce que les mots ne disent pas. Elle révèle les intentions derrière les gestes. Si quelqu'un t'interdit d'écouter cette voix intérieure, c'est qu'il a quelque chose à cacher. Et ce qu'il cache, bien souvent, c'est qu'il ne t'a jamais vraiment aimé. Il y a des fissures qui ne s'entendent pas, mais qui brisent. Des ruptures invisibles qui s'installent doucement dans ton âme. Ce ne sont plus des signes, mais des vérités déchirantes. Derrière les sourires, les marques d'attention, les gestes convenables, se cachent des fractures profondes que tu n'as jamais osé nommer. Il est temps de les affronter. La première fissure de l'âme cachée, c'est quand tu sens que ta présence dérange, mais que personne ne te le dit. Tu entres dans une pièce, les conversations changent. Tu poses une question, on répond à côté. Tu proposes une idée, on fait semblant d'avoir déjà tranché. Tu ressens une tension sourde, un malaise diffus, mais tout le monde agit comme si tout allait bien. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est une lecture intérieure. Ton esprit capte des micro-réactions, des silences lourds, des échanges de regards. On ne te rejette pas ouvertement. On t'efface en douceur. C'est la pire des violences. Elle ne laisse pas de traces. Tu doutes alors de ta légitimité. Tu te demandes si tu n'es pas trop sensible. Tu cherches à corriger ton comportement. Tu te plies, tu t'adaptes. Tu réduis ton espace vital. Et c'est là que la fissure s'installe. Tu cesses d'être pleinement toi pour ne pas déranger ceux qui, en vérité, ne t'ont jamais vraiment accueilli. La société moderne encourage cette forme de rejet poli. On ne t'exclut pas frontalement. On crée autour de toi une atmosphère d'indifférence maîtrisée. Et toi, tu t'y habitues. Tu vis en apnée relationnelle. Tu souris sans t'ouvrir. Tu parles sans te livrer. Tu t'invisibilises pour éviter de gêner. Or, ce mécanisme te tue à petit feu. Il installe une fracture entre ton être profond et ton comportement social. Il crée une dissociation psychique. Et un jour, tu ne sais plus vraiment qui tu es. Machiavel l'aurait vu comme un effet secondaire du pouvoir des autres sur toi. Celui qui n'est pas explicitement rejeté, mais jamais pleinement inclus,
finit par s'effacer lui-même pour survivre. La deuxième fissure de l'âme cachée, c'est quand tu sens que tes réussites ne déclenchent aucune joie sincère autour de toi. Tu avances, tu luttes, tu franchis des étapes. Tu t'attends à une reconnaissance légitime. Mais ce que tu récoltes, c'est un silence, une réaction tiède, un commentaire impersonnel. Et tu sens que quelque chose cloche. Tes victoires créent du malaise. Elles mettent en lumière des frustrations cachées, des rivalités silencieuses. Tu deviens un miroir de ce que les autres n'ont pas osé construire. Et plutôt que d'éveiller l'admiration, tu réveilles la comparaison. Tu n'as rien fait de mal. Tu as juste réussi. Mais dans un monde où chacun cache ses blessures, celui qui gagne devient une menace. Alors on minimise tes efforts, on banalise ton parcours, on ironise sur ta progression. Et toi, tu sens ce poison se répandre lentement. Tu n'oses plus partager tes avancées. Tu te tais pour ne pas déranger. Tu réduis ta lumière pour ne pas provoquer l'ombre des autres. Mais en faisant cela, tu trahis ta propre dignité. La fissure devient une habitude, ne plus briller, pour rester aimé. Or, cet amour-là n'est pas réel. C'est une tolérance conditionnelle, une proximité fondée sur l'échec partagé. Tu n'es valorisé que tant que tu restes au sol. Et le jour où tu t'élèves, tu perds leur affection. Machiavel aurait appelé cela une stratégie d'équilibre social, maintenir les autres à un niveau acceptable pour ne pas affronter sa propre stagnation. Et ceux qui t'entourent, sans jamais le dire, préfèrent que tu restes leur égal souffrant, plutôt que de devenir un rappel vivant de ce qu'ils n'ont pas osé devenir. La troisième fissure de l'âme cachée, c'est quand tu n'as plus le droit d'exprimer ton malaise sans qu'on t'accuse d'exagérer. Tu t'ouvres, tu confies une gêne, une intuition, un inconfort. Et au lieu d'écoute, tu reçois du sarcasme, de la moquerie, une rationalisation froide. Tu vois toujours le mal partout. Tu te fais des films. Tu es trop dans ta tête. On ne te nie pas frontalement, on dévalue ta perception. Tu n'as plus la légitimité de ressentir. Et dans cette violence douce, ton monde intérieur se fissure. Tu doutes de toi, non pas parce que tu es instable, mais parce que les autres t'imposent leur cadre. Ce cadre est étroit, rationnel, contrôlé. Il ne laisse pas de place à l'intuition, à la finesse, à la nuance. Alors tu t'éteins lentement. Tu deviens muet là où tu avais des frissons. Tu souris là où ton âme pleure. Et cette dissonance s'installe. Machiavel aurait vu là un moyen de neutraliser l'esprit critique, affaiblir la capacité à ressentir, à pressentir, à interroger. Car celui qui doute de sa propre perception devient manipulable. Il ne sait plus distinguer le danger du confort apparent. Et les autres, en refusant de t'écouter, préservent leur pouvoir sur toi. Ils n'ont pas besoin de te dominer par la force. Il suffit qu'ils invalident ton regard. Et tu redeviens aveugle. Non pas par choix, mais par protection. Car voir la vérité devient trop douloureux quand on t'a appris à ne pas lui faire confiance. La quatrième fissure de l'âme cachée, c'est quand tu sens que ta générosité est exploitée, mais que tu n'arrives pas à t'arrêter. Tu donnes, tu aides, tu soutiens, tu es présent, disponible, fidèle. Mais au fond de toi, une amertume s'installe. Tu sens que ce que tu offres n'est pas respecté. On te prend comme acquis. On ne te remercie plus. On te sollicite sans réciprocité. Et malgré tout, tu continues. Parce que tu veux être juste. Parce que tu espères encore. Mais chaque fois que tu donnes sans retour, une part de toi se retire. Pas par orgueil, mais par fatigue. Ton âme se vide, ton feu s'éteint. Et tu comprends que ce n'est pas le don qui te blesse, mais l'indifférence qu'il suscite. On ne t'abat pas, on t'épuise, on te draine. Et tu restes là, par loyauté, par peur d'être accusé d'égoïsme. Or, c'est justement cette peur qui permet aux autres de te consommer. Machiavel aurait appelé cela une économie cachée du pouvoir. Ceux qui n'ont rien à offrir s'enrichissent de l'énergie de ceux qui ne savent pas dire non. Et toi, tu continues à payer pour préserver une illusion de lien. Mais ce lien est toxique. Il te vide plus qu'il ne te construit. La cinquième fissure de l'âme cachée,
c'est quand tu sens que ta valeur dépend du rôle que tu joues, et non de ce que tu es. Tu es l'ami fiable, l'enfant obéissant, le collègue efficace, le confident toujours prêt. Mais dès que tu sors de ce rôle, le regard des autres change. Tu n'es plus utile, tu deviens gênant. Tu n'es plus célébré, tu es oublié. Tu réalises alors que ce qu'on aime chez toi, ce n'est pas toi, mais la fonction que tu remplis. Et quand tu veux exister en dehors de ce costume, tu rencontres de la distance, de l'irritation, du silence. Cette prise de conscience crée une fracture sourde. Tu n'es pas vu, tu es utilisé. Et tu restes là, prise au piège entre le besoin d'amour et la peur de disparaître. Alors tu continues à jouer. Tu souris quand tu veux pleurer. Tu aides quand tu veux qu'on t'aide. Tu écoutes quand tu veux crier. Et cette dissimulation constante finit par t'user. Machiavel aurait vu là l'un des pièges les plus subtils du pouvoir social. Faire croire à l'individu qu'il est aimé alors qu'il est seulement toléré pour sa fonctionnalité. Et toi, tu vis une présence qui n'est pas reconnue, une âme qui n'est pas honorée. Tu deviens le rôle qu'on attend, mais tu perds la personne que tu es. La 6e fissure de l'âme cachée, c'est quand tu pressens que ton authenticité dérange, alors tu commences à te trahir toi-même. Tu dis ce que tu penses et on te trouve trop dur. Tu ressens une injustice et on te reproche d'être trop sensible. Tu refuses une hypocrisie et on te dit que tu exagères. Alors tu t'adaptes. Tu filtres tes mots. Tu arrondis tes émotions. Tu réduis ta vérité. Peu à peu, tu deviens un personnage social, poli, lisse, contrôlé. Mais chaque fois que tu te tais au lieu de dire ce que tu ressens, une entaille s'approfondit en toi. Ce n'est pas le rejet explicite qui fait le plus mal, c'est l'invitation constante à devenir quelqu'un d'autre pour rester accepté. Tu sens que ta vérité ne passe pas. Tu vois que tes élans spontanés mettent les autres mal à l'aise. Et tu finis par conclure que c'est toi le problème. Ce glissement est imperceptible. Tu n'abandonnes pas tout d'un coup. Tu ajustes ton ton. Tu retiens tes gestes. Tu modifies tes silences. Mais au fil des jours, tu t'éteins sans t'en rendre compte. Ce que les autres appellent maturité, c'est parfois une adaptation à un monde qui ne tolère que les masques. Machiavel aurait vu là le raffinement ultime du pouvoir social, obliger les êtres à s'auto-censurer pour survivre dans un environnement hostile à la vérité. Et toi, tu continues à vivre, mais en dedans quelque chose se retire. Ton âme se recroqueville, non pas par faiblesse, mais par épuisement d'avoir dû trop souvent demander la permission d'exister tel que tu es. La 7e fissure de l'âme cachée, c'est quand tu réalises qu'on ne se réjouit pleinement de ta présence que lorsqu'elle est utile, jamais lorsqu'elle est gratuite. Tu arrives dans une pièce et on est heureux de te voir si tu apportes quelque chose. Tu réponds présent, on te remercie si cela soulage un besoin. Mais si un jour tu viens sans offrir, sans servir, sans justifier ta place, l'accueil devient tiède, l'attention disparaît, l'intérêt s'évapore. C'est là que tu comprends que ta simple existence ne suffit pas. Tu n'es pas aimé pour ta lumière, mais pour ton usage. Et cette prise de conscience fracture quelque chose de profond en toi. Tu réalises que tu n'as jamais été invité pour toi-même. Tu as été sollicité, mobilisé, instrumental. Et cela t'oblige à reconsidérer tout, tes relations, ta générosité, ta façon d'être. Machiavel aurait décrit cela comme le mécanisme fondamental de la société utilitariste. Chaque lien est fondé sur l'avantage. Et toi, en croyant être aimé, tu as été en réalité exploité par l'affection conditionnelle. Tu n'as pas compté en tant qu'être, tu as compté en tant que solution, réponse, ressource. Et le jour où tu ne pouvais plus donner, ils sont passés à autre chose. Cette vérité est violente, elle ne laisse pas de plaie visible, mais elle installe une distance entre toi et le monde. Elle te pousse au silence, à l'observation, à la prudence. Et dans cette prudence naît une solitude nouvelle, celle de ne plus vouloir te vendre pour exister. Alors tu t'éloignes, non pas par colère, mais parce que tu sais, désormais, que celui qui t'aime vraiment n'a pas besoin que tu sois utile pour te garder près de lui. Il ne suffit pas que les autres t'éteignent, encore faut-il que tu y consentes. Et ce consentement n'est pas verbal, il est inconscient,
Il se manifeste par des gestes quotidiens, des habitudes silencieuses, des pactes intérieurs. Tu crois que tu te protèges. En réalité, tu t'effaces pour survivre. Voici les 7 mécanismes invisibles par lesquels tu te renies toi-même. Le premier mécanisme de consentement à l'effacement, c'est quand tu t'excuses d'exister à chaque fois que tu prends de la place. Tu dis « désolé » quand tu exprimes un besoin. Tu dis « ce n'est pas grave » quand on te coupe. Tu dis « je comprends » quand on t'ignore. Et tu finis par croire que ta présence est un poids, que ton silence est une offrande, que ton effacement est une forme de sagesse. Tu apprends à t'éclipser avec élégance, à disparaître sans bruit, à faire de ta douleur une discrétion socialement acceptable. Ce réflexe n'est pas inné. Il vient d'un conditionnement ancien. Tu as compris très tôt que moins tu déranges, plus tu es toléré. Alors tu réduis ton souffle, tu serres tes émotions, tu tais ta vérité. Et chaque fois que tu t'excuses d'être là, tu signes un contrat invisible avec le rejet. Je resterai petit pour que vous m'aimiez. Mais ce pacte détruit lentement ton axe intérieur. Tu ne sais plus ce que tu vaux en dehors de la validation des autres. Tu préfères t'effacer plutôt que de risquer d'être vu. Et ce que tu crois être de l'humilité est souvent de la peur maquillée. Machiavel aurait vu là le fruit d'un dressage affectif. On t'a appris que le monde récompense ceux qui s'écrasent, jamais ceux qui s'affirment. Alors tu t'es fait tout petit. Mais le problème, c'est que ceux qui se réduisent par habitude finissent par ne plus exister même à leurs propres yeux. Et personne ne vient chercher une âme qui a elle-même tiré le rideau. Le deuxième mécanisme de consentement à l'effacement, c'est quand tu surinterprètes les besoins des autres pour mieux t'oublier. Tu sens une tension, alors tu changes de ton. Tu devines une attente, alors tu t'adaptes. Tu prévois une critique, alors tu l'anticipes. À force de lire dans les autres, tu t'es rendu aveugle à toi-même. Tu deviens l'ombre de ce que tu crois qu'on attend. Et plus tu affines cette capacité d'ajustement, plus tu perds ton centre. Tu vis dans la réaction, dans la gestion, dans le confort de l'autre. Tu deviens un spécialiste de l'apaisement des tensions extérieures, mais tu ne sais plus identifier celles qui t'habitent. Ce mécanisme est pervers parce qu'il ressemble à de l'intelligence émotionnelle. Mais en réalité, c'est un réflexe de survie. Ne pas provoquer, ne pas contrarier, ne pas décevoir. Et tu sacrifies ta propre vérité pour maintenir la paix autour de toi. Machiavel aurait vu là une forme de stratégie passive. Influencer les autres en devenant ce qu'ils désirent, sans jamais révéler qui tu es vraiment. Mais dans cette stratégie, tu perds ton pouvoir. Tu deviens fonction, outil, figure de projection. Et chaque jour, tu consens à ta propre disparition pour préserver l'équilibre d'un monde qui ne se soucie pas vraiment de ton authenticité. Tu penses aimer les autres, mais tu t'es surtout perdu dans leur regard. Le troisième mécanisme de consentement à l'effacement, c'est quand tu fais passer la paix extérieure avant la paix intérieure. Tu gardes le silence pour ne pas créer de conflit. Tu dis oui quand ton cœur crie non. Tu souris quand tu veux hurler. Tu privilégies l'harmonie visible au chaos de ta vérité. Et à force de contenir ce qui dérange, tu te transformes en façade. Tout semble calme autour de toi, mais à l'intérieur, une tempête gronde. Tu crois être en paix, mais ce n'est qu'un refoulement bien organisé. Ce n'est pas de la maturité. C'est une anesthésie. Tu refuses l'affrontement, non pas par sagesse, mais par peur de perdre des liens qui te tiennent captif. Tu veux garder la paix ? Très bien. Mais à quel prix ? Celui de ton intégrité ? Celui de ta dignité ? Machiavel aurait dit « L'ordre apparent n'est souvent que le masque d'un chaos intérieur. » Et ce chaos, tu l'absorbes chaque jour. Tu l'avales pour ne pas déranger. Mais ton âme en paie le prix. Elle s'enferme, elle se tait, elle renonce. Et ce renoncement devient ton identité. Tu ne sais plus ce que tu aimes, ce que tu refuses, ce que tu attends. Tu sais seulement ce qui évite les vagues. Et dans cette mer plate que tu as construite, plus rien ne vibre. Tu es calme, mais mort. Le quatrième mécanisme de consentement à l'effacement, c'est quand tu ressens un besoin vital de te justifier en permanence. Tu expliques chacun de tes choix. Tu t'excuses de ne pas avoir répondu plus tôt. Tu détailles pourquoi tu ne pouvais pas venir.
Tu défends ton point de vue avant même qu'on ne te le conteste. Tu vis avec cette impression étrange que tu dois toujours prouver ta légitimité. Tu ne fais pas les choses pour toi, tu les fais pour éviter le jugement. Et cette pression invisible t'enchaîne. Tu es libre, en théorie, mais chaque action est accompagnée d'un poids. Que vont-ils penser? Ce poids t'oblige à filtrer, à réduire, à neutraliser ta spontanéité. Tu vis dans l'anticipation du reproche. Et plus tu expliques, moins tu existes. Car tu envoies au monde un message subliminal. Je sais que je ne suis pas suffisant. Laissez-moi vous convaincre que je mérite ma place. Machiavel aurait vu là une soumission intérieure plus profonde que la peur, celle du rejet anticipé. Tu ne vis pas pour toi, tu vis pour devancer la critique. Et ce réflexe est une prison. Tu y es entré pour survivre, mais tu t'y es enfermé tout seul. Personne ne peut croire en ta force si toi-même tu passes ton temps à te défendre d'exister. Le 5e mécanisme de consentement à l'effacement, c'est quand tu préfères être utile qu'être libre. Tu acceptes des tâches que tu détestes. Tu réponds présent alors que tu es épuisé. Tu te rends indispensable dans des situations où tu n'es même pas respecté. Pourquoi? Parce que tu crois que si tu n'es pas utile, tu ne seras plus aimé. Tu confonds service et valeur, disponibilité et importance. Alors, tu donnes tout. Tu te rends pratique, tu te rends efficace. Et plus tu aides, plus tu crois t'ancrer dans le cœur des autres. Mais ce n'est pas de l'amour que tu récoltes, c'est de la dépendance fonctionnelle. Tu es valorisé pour ce que tu fais, pas pour ce que tu es. Et le jour où tu n'as plus la force de servir, tu es oublié. Ce mécanisme est tragique, car il ressemble à de la bonté. Mais en réalité, c'est un commerce caché. Tu offres ton énergie contre une place dans le monde. Et cette place, tu la paies cher. Machiavel aurait vu là une stratégie d'autosacrifice entretenue par la peur, celle de ne plus compter. Mais celui qui s'attache à être utile finit par devenir esclave. Et toi, tu consens chaque jour à cet esclavage affectif en croyant que l'amour se mérite à coup de sacrifice. Le 6e mécanisme de consentement à l'effacement, c'est quand tu intellectualises ta souffrance au lieu de la défendre. Tu analyses, tu comprends, tu rationalises. Tu cherches des raisons à ce qui t'a blessé. Tu excuses les comportements qui t'ont atteint. Tu trouves des explications aux absences, au silence, au mépris subtil. Tu deviens brillant dans l'art de justifier l'injustifiable. Il a eu une enfance difficile. Elle traverse une période compliquée. Il ne voulait pas vraiment mal faire. À force d'expliquer les autres, tu oublies une chose essentielle, ce que toi, tu ressens. Ce mécanisme est dangereux parce qu'il te donne l'illusion de la maturité. En réalité, il t'empêche de poser des limites. Tu préfères comprendre plutôt que protéger ton intégrité. Tu choisis la lucidité froide plutôt que la dignité brûlante. Machiavel aurait vu là une forme d'auto-manipulation, transformer ta sensibilité en objet d'analyse pour éviter l'acte courageux qui consiste à dire non. Plus tu comprends les autres, moins tu te respectes. Tu t'éloignes de ton instinct. Tu coupes la voix qui te disait « cela me fait mal » pour écouter celle qui murmure « ce n'est pas si grave ». Et ce glissement est fatal, car une souffrance expliquée n'est pas une souffrance guérie. Elle est simplement étouffée avec élégance. Tu deviens alors quelqu'un de calme, posé, réfléchi, mais profondément fracturé. Tu continues à avancer, mais quelque chose en toi sait que tu as trahi une vérité essentielle. Et cette vérité, c'est que personne n'a le droit de t'abîmer, même si tu comprends pourquoi il le fait. Le 7e mécanisme de consentement à l'effacement, c'est quand tu restes fidèle à des lieux où ton âme n'est plus honorée. Tu restes par habitude, tu restes par loyauté, tu restes par peur du vide. Tu continues à fréquenter des espaces où tu n'es plus vu, plus écouté, plus reconnu. Tu t'attaches aux souvenirs, aux anciens rôles, aux versions passées des relations. Tu dis « avant c'était différent », comme si le passé pouvait justifier le présent. Mais la vérité, c'est que tu restes là où tu t'éteins. Non pas parce que tu y es heureux, mais parce que tu as peur de partir, peur d'être seul, peur d'être jugé, peur de ne plus appartenir à rien. Alors tu préfères une place qui te diminue plutôt qu'une liberté qui t'effraie.
Ce mécanisme est le plus silencieux de tous, car il se déguise en patience, en fidélité, en persévérance. Mais au fond, c'est une trahison lente de toi-même. Machiavel aurait vu là la forme la plus aboutie de domination, quand l'individu ne fuit même plus la prison, parce qu'il s'y est habitué. Tu restes non parce que tu es aimé, mais parce que tu as intégré l'idée que tu ne trouveras pas mieux ailleurs. Et cette croyance t'enchaîne. Pourtant, une vérité demeure, brutale mais libératrice. Les lieux où tu dois rétrécir pour être accepté ne sont pas des lieux de vie, ce sont des lieux d'extinction. Et tant que tu y restes, tu participes toi-même à ta disparition. Tu n'avais pas besoin qu'on t'humilie pour t'effacer. Tu as accepté de disparaître en douceur, à force de compromis intérieurs, de silence stratégique, de justification permanente. Ce ne sont pas les autres qui ont eu raison de toi, c'est le pacte inconscient que tu as signé. Je me tairai pour rester aimé. Je me tordrai pour être toléré. Je me perds, mais je reste. Ces 7 mécanismes ne sont pas des fautes. Ce sont des blessures déguisées en réflexes. Des stratégies de survie devenues identité. Mais à force de survivre, tu as cessé de vivre. Et tu sens bien, au fond de toi, que quelque chose en toi réclame autre chose. Pas un nouveau rôle, pas une nouvelle place, mais une autorisation intérieure à reprendre forme. Ce monde n'a pas besoin de plus d'ombre. Il a besoin de présence rétablie. Et tu ne pourras jamais guérir ce que tu continues de cacher, de justifier, de sacrifier en silence. Il est temps de te rappeler que l'amour véritable ne demande jamais ton effacement. Il t'appelle à la clarté, pas à la dissimulation. Il honore ton essence, même brute, même imparfaite. Et si ceux qui t'entourent ne peuvent accueillir cela, c'est qu'ils ne méritent pas ta lumière. Ce n'est pas à toi de te réduire pour entrer dans leur cadre. C'est à eux d'élargir leur conscience pour te voir tel que tu es.